Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans l'addition et surtout bienvenue à Xavier Aimant. Vous êtes écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre, chroniqueur pour Éléments et vous êtes là pour nous faire passer un test. Voilà un petit test sur l'actualité. On avait déjà fait l'exercice en fin d'année et l'équipe s'était montrée particulièrement brillante. Donc on va voir si c'est le cas également aujourd'hui. Alors si vous voulez bien, on va commencer par une petite citation et vous allez me dire de qui est-elle si vous trouvez. Je fais partie des millions de Français qui aiment et admirent Cyril Hanouna, l'un des esprits médiatiques les plus brillants de sa génération. Emmanuel Macron. Non. Non, mais ça me dit quelque chose. Cette phrase, je la connais. Je vais la trouver. Nicolas Sarkozy. On n'est pas très loin du tout. C'est Louis Sarkozy. Voilà, c'est Louis Sarkozy qui a en effet fait cette déclaration sur Twitter. Louis Sarkozy, donc la nouvelle idole de la droite des valeurs et apparemment donc également de la droite de la culture. Alors peut-être par contre qu'il est en train d'essayer de se placer parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il paraîtrait que Cyril Hanouna a des velléités d'engagement en politique et qu'il envisage même de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais Louis Rigaudière, qui, lorsqu'il n'est pas en train de parler de position du Kama Sutra dans le métro et enquête sur les mondes médiatiques, nous en a parlé hier. Ah d'accord. Et désolé, ça m'avait échappé. La conclusion, c'était que Richard de Sèze devait du coup se présenter face à Cyril Hanouna pour les prochaines présidentielles. Voilà. Mais donc, à votre avis, Louis Sarkozy a le niveau intellectuel et artistique d'un chroniqueur de Cyril Hanouna, ce qui est quand même une véritable promotion. Ah bah écoutez, apparemment, en tout cas, il a une grande admiration pour Cyril Hanouna. C'est d'ailleurs assez curieux de la façon dont Cyril Hanouna est passé de symbole représentant de la télé-poubelle à maintenant icône de la liberté d'expression et qu'il est de plus en plus populaire, à droite. Et vous avez remarqué que ça date de la seconde élection présidentielle. En fait, Cyril Hanouna était censé être l'un de ces véhicules que la République invente pour ramener les personnes dans les urnes. Et donc, avant qu'on ne comprenne que Cyril Hanouna était un droitard de base absolument abominable, il était censé être le médiateur entre les élites macroniennes et le peuple tenté par le Rassemblement national. Et Cyril était censé, couvert d'un drapeau français en couverture de TV Mag, ramener les électeurs au bon sens et devant l'écran et devant les urnes. Oui, même si apparemment ça n'a pas fonctionné très bien, puisque les sondages montraient que le public de Cyril Hanouna était largement un électorat du Rassemblement national. C'est incroyable, il semblerait qu'Emmanuel Macron fasse de mauvais calculs politiques. C'est fou, c'est fou. Mais en fait, il a vraiment aussi, je pense, marqué des points entre guillemets à droite, parce qu'il a invité, c'est vrai, des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les plateaux, des représentants de la droite identitaire, et ce genre de choses. Mais est-ce que ça mérite pour autant d'avoir ce succès qu'il a auprès d'une certaine droite? Je trouve ça un petit peu quand même un petit peu navrant. On peut en effet critiquer les actions de l'Arcom contre C8 et Cyril Hanouna parce que c'est évidemment une stratégie politique et sans en faire, je pense, quand même la nouvelle icône de la droite et placer des espérances quelconques dans ce personnage quand même. Enfin bref, si vous voulez, on va rester dans la haute culture mais cette fois-ci un chiffre. Alors le chiffre c'est 9407. C'est un beau chiffre. C'est un chiffre. Commençons par là. Alors, on va préciser. Est-ce que c'est un chiffre premier ? Je ne crois pas. C'est par rapport au cinéma. Ça doit être un nombre d'entrées de Toutes pour elle. Exactement. Voilà. Bravo. J'allais dire un AV, forcément. Soit Camélia Jordana, soit on ne sait pas. Il y en a un qui est en train de couver d'ailleurs. Donc 9407, c'est donc en effet le nombre de spectateurs qui sont allés voir Toutes pour une, donc la version woke et féministe des Trois Mousquetaires, durant la première semaine d'exploitation. Alors, durant cette période, Toutes pour une, donc qui a été réalisée par Dounia Benyamina, a totalisé ces 8407 entrées pour 155 copies, pour un budget, au passage, de 10 millions d'euros d'investissement. Et mieux encore, lors de son premier jour d'exploitation en France, le film a comptabilisé 1271 entrées pour 564 séances, soit une moyenne de 2 spectateurs par séance. Donc un grand succès pour ce film, mais évidemment c'est pas très grave puisque c'est l'argent public qui subventionne et donc peu importe le nombre d'entrées, on pourra refaire des films sur le même thème. Il y a quelque chose d'amusant à noter sur ce film, c'est que dans la série Le wokisme qui se mord la queue, ou encore on est toujours le mal pensant de quelqu'un, c'est que Oulamia
Amamra, qui est l'une des actrices du film, qui joue D'Artagnan, je crois, et qui a été meilleur espoir féminin en 2017, avait à l'époque, elle, été critiquée pour d'anciens tweets jugés homophobes. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri, nul n'est parfait. Et il y a une autre anecdote là-dessus, sur Allociné, le site qui répertorie les films du grand public. C'est l'Incorrect qui l'avait révélé, comme quoi l'Allociné avait justement supprimé les notes des spectateurs qui étaient, selon ce site, trop mauvaises et qui trop donatives. Voilà, et on accusait l'éternelle fachosphère derrière, évidemment. Donc là, c'est un des rares films, ou un des seuls, où il n'y a pas de notes spectateurs, il n'y a que les notes des journalistes. Donc c'est quand même qui sont déjà, à de rares exceptions, quand même pas terribles. C'est quand même un film qui fait à peu près l'unanimité contre lui. Il faut dire que l'idée est quand même assez délirante de ces mousquetaires qui sont en fait des femmes qui protègent la reine. Ce qui est amusant avec ce genre de film, c'est qu'on a vraiment l'impression en fait que c'est un troll d'extrême droite qui a écrit le scénario, quoi. Tellement c'est grotesque, tellement c'est délirant. On a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais me moquer des wokistes en essayant d'inventer une histoire totalement absurde. Et non, en fait, c'est vraiment eux qui produisent ce genre de cinéma. Et il y en a à peu près toutes les semaines. Donc là, au moins, c'est un film un peu de KPDP. Donc on se dit, il doit y avoir quand même 2-3 courses à cheval et 2-3 combats d'épée qui au moins rendent le visionnage à peu près supportable. Mais sinon, c'est souvent des pensums évidemment plus classiques sur les migrants qui sont évidemment tous professeurs d'université ou neurochirurgiens qui arrivent et qui séduisent une femme locale et qui sont intégrés dans un village qui sauve le village d'ailleurs parce que le village mourrait sans eux. C'est en général cette thématique, mais en tout cas, il y a très régulièrement ce genre de films qui ne font pas une seule entrée, mais qui sont généreusement subventionnés. Oui. Le prochain, ce sera un film donc, de Camélia Jordana qui s'appelle Reine-Mère. Alors, c'est quand même assez fascinant. Donc, Camélia Jordana incarne Amel, une femme de caractère animée par une ambition sans faille pour elle-même et ses 2 filles. Et l'une de ses filles, d'ailleurs, Amel, Mouna, l'aînée des filles, commence à avoir des visions surprenantes de qui ? De Charles Martel, après une leçon d'histoire sur la bataille de Poitiers en 732. Et donc, ça, voilà, on rentre dans un récit où elle doit gérer ses problèmes familiaux et sa fille, la pauvre, qui a ses visions particulièrement effrayantes de Charles Martel. Et donc ça, chers auditeurs, ce sera sur vos écrans donc le 12 mars prochain. Je pense encore une fois, on aura de belles entrées. Ah oui, mais il y en a aussi un qui a l'air particulièrement gratiné. C'est un film qui s'appelle, je crois, Jouer avec le feu, avec Vincent Lindon. C'est un père un père de famille qui se rend compte que son fils commence à partir à la dérive. Alors partir à la dérive vers la drogue, il traîne vers les bandes violentes. Non, il se rapproche d'un groupuscule identitaire. Donc c'est évidemment l'angoisse, mais on imagine bien que Vincent Lindon va le sauver de ce piège et de cette perspective particulièrement angoissante. Il revient en Barbour, là c'est vraiment stupeur et tremblement. Et puis il y a le service public aussi qui nous a diffusé récemment j'ai oublié le titre. Béni soit Sixtine. Béni soit Sixtine, exactement, où une femme se rend compte que son mari est radicalisé, un radicalisme chrétien, catholique, c'est ça. C'est pire. Et en plus, il a une particule. Je crois que c'est terrifiant. Il y avait tous les trigger warnings, comme nous disons, nous autres gauchistes, qui auraient dû alerter la pauvre fille. C'est ça. Et là encore, il tabasse, donc son mari, elle se rend compte qu'il tabasse des gens dans la rue et il y a un moment, un groupe de jeunes en Barbour qui tabasse des gens en terrasse. C'est magnifique. C'est très fréquent. Il suffit de se balader dans les rues de Paris le samedi soir pour voir ce genre de scène. Non, mais c'est quand même assez... Ils sortent leur dague de chasse pour oxyre les gens. C'est vraiment quand même au-delà du côté ironique et amusant, c'est quand même tout à fait atterrant et c'est quand même la propagande à jet continu non-stop, que ce soit la télévision ou au cinéma. Au moins au cinéma on n'est pas obligé d'y aller, la télévision elle s'introduit aussi chez nous, ceci dit on n'est pas obligé non plus d'avoir une télévision. C'est vos télévisions. Alors si on continue donc ce petit questionnaire, là, on va repasser sur une citation. Alors ça c'est pas forcément très facile, mais donc la phrase est la suivante: Joe Biden a été un très grand président, le meilleur depuis Roosevelt. Alain Juppé. C'est la même génération. C'est un vieux coucou qui est toujours là, à qui on demande toujours son avis, alors qu'il s'est un peu trompé sur tout. Mais c'est pas vraiment un politicien. Laurent Fabius ? Ah oui, non, c'est pas un politicien. C'est un économiste. Jacques Attali ? Presque, on pourrait dire. Ils se ressemblent d'une certaine façon, on pourrait dire. Un vieil économiste qui s'est toujours trompé sur tout. Pourtant, Jacques Attali correspond parfaitement à cette... C'est pas le seul sur ce modèle. Allez, un autre indice.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur lui il est chroniqueur dans l'Express. Ça va peut-être pas vous êtes peut-être pas des grands lecteurs de l'Express. Je suis exclusivement Radio Courtoisie. De temps en temps, je m'égare dans le Figaro, mais c'est... Bon, son prénom est Alain. Alain Minck. Bravo. Ouais, c'était trop simple. Mais merci, avec cet indice, merci 1000 fois. Mais on n'y pensait plus à Alain Minck, en fait. Mais oui, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il revient régulièrement. On lui demande à nouveau son avis. Il dit des choses qui sont tout à fait contredites par la réalité. Il se fait un peu oublier le temps que les gens passent à autre chose et il revient. Non, c'est fabuleux. C'est vraiment un économiste intéressant à suivre. Quand est-ce qu'il a déclaré un truc aussi intelligent ? Alors, c'est dans l'Express la semaine dernière. Mais apparemment, il est pas le seul. Hein. J'ai regardé, il y a plusieurs citations qui rendaient hommage à Joe Biden, mais celle-là était la plus forte. Hein. Quand même, le meilleur président depuis Roosevelt, c'est quand même pas rien. Et il lui rendait hommage parce que c'est grâce à Biden que l'Europe était déjà à genoux d'un point de vue énergétique avant que Trump ne prenne le pouvoir. C'est grâce à Biden et à sa loi IRA que l'intégralité des investissements européens avait déjà fui aux États-Unis. Je veux dire, qu'est-ce qu'il saluait en Biden ? Il saluait justement le bilan économique de Joe Biden essentiellement en disant que s'il avait relancé l'économie américaine, en effet au détriment de la nôtre, mais ça avait pas l'air de le déranger ni de le choquer particulièrement, mais il disait que ça avait été vraiment un très grand président. Bon, apparemment les Américains n'ont pas pensé comme Alain Minck, mais on sait très bien que les Américains sont bêtes, contrairement à Alain Minck qui est particulièrement intelligent. Ouais, c'est le cercle de la raison. Exactement. Alors si vous voulez bien, on va repasser cette fois-ci à un petit chiffre. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez amusant, c'est 2,9 watts. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? C'est pas évident. Hein. Non, là j'avoue que c'est pas évident du tout. Ça concerne l'énergie à première. C'est une consommation électrique. Je sais pas, c'est la traduction de l'électricité organique d'Emmanuel Macron lorsqu'il prononce ses discours. Non, c'est quelque chose d'assez technique qui est lié à l'innovation technologique. Une recherche, le coût d'une recherche d'AI. Voilà, c'est ça. Bravo, félicitations. C'est la mal. Quantité d'électricité utilisée lors de chaque requête sur ChatGPT, donc le robot conversationnel d'OpenAI. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est 10 fois plus qu'une recherche Google. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie, il y a 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, donc environ 1 milliard de requêtes envoyées chaque jour. Donc on imagine ce que ça représente en termes de quantité d'énergie utilisée, sachant qu'en plus ChatGPT n'est qu'un des moteurs de recherche parmi tant d'autres, donc il faut encore multiplier ces chiffres de façon un peu exponentielle, donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est juste pour le texte, puisque générer une image ou une vidéo en soi, maintenant ça va devenir beaucoup plus compliqué, technique, et ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Et oui, et c'est un aspect de l'intelligence artificielle dont on entend assez peu parler, les conséquences écologiques, puisqu'on nous parle quand même beaucoup d'écologie à l'heure actuelle. C'est une catastrophe écologique, si on réfléchit bien. Mais toute la numérisation est une catastrophe écologique. Vous avez parfaitement raison, ça fait 10 ans qu'on nous explique qu'il faut numériser absolument toute la vie politique, économique, sociale, privée, et en même temps, on nous incline à être frugal dans nos consommations énergétiques. Oui, c'est exactement. Donc il y a un paradoxe absolu. C'était ma conclusion de dire oui. Non, mais en effet, il faut surtout pas oublier de baisser son chauffage et faire ses machines à laver entre minuit et 2h du matin. Mais par contre, les milliards de demandes sur ChatGPT qui doivent pas toutes être en plus très très sérieuses. Il paraît même qu'il y en a qui demandent où est-ce qu'on peut faire l'amour le jour de la Saint-Valentin. Ça, je me sens pas concerné, bien sûr. C'est Donald Trump qui a annoncé justement relancer son nucléaire pour pouvoir faire face à la demande énergétique liée au développement de l'intelligence artificielle. Oui, surtout que c'est que le début. Hein. C'est que le début. Voilà, donc c'est vrai que il y a un petit peu quand même une ambiguïté dans le discours en se félicitant de ces progrès tout en ne prenant pas en compte l'aspect énergétique qui sera, à mon avis, difficile à assumer. Déjà qu'on nous parle de restrictions de chauffage pendant l'hiver. Et puis nos éoliennes vont devoir tourner très très vite les années à venir. Oui. Ou alors on pourrait annexer le Groenland et y bâtir des centres de données. Mais quelle bonne idée. Mais je pense que quelqu'un y a déjà songé. Alors une autre citation, cette fois, si l'argent ne faisait pas le bonheur, il y a longtemps que des riches malheureux auraient rendu l'argent. Alors ça, c'est un petit hommage parce que c'est quelqu'un qui est disparu récemment. Un homme de presse.
Ah mais j'ai lu, donc voilà. J'ai regardé par-dessus votre épaule. Comme ça, vous laissez pas le blanc s'installer et notre manque de culture se dévoiler. C'est un homme de presse de gauche. Un homme de presse de gauche, c'est forcément. Pour toi, Louis. Oui, mais justement, qui s'était notamment distingué lors de l'affaire DSK. Jean-François Kahn. Voilà, mais oui. Mais merci Arnaud. Mais ça a fait très peu de bruit pour le coup, j'ai trouvé l'annonce de sa disparition. J'ai vraiment trouvé très peu d'articles et très peu d'annonces à la télévision, sachant que c'était quand même quelqu'un, ce qu'on en pense, du bien ou du mal, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement influent et qui a fondé plusieurs médias. Donc c'est quand même assez intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que oui, Jean-François Kahn, qui avait perdu son frère Alex Kahn, qui était un grand professeur pendant le Covid. Voilà, vous voyez qu'on a de la culture. Mais personne n'en a jamais lu. Non, mais Jean-François Kahn, pour moi, c'est l'événement du jeudi, donc c'était quand même l'abomination de la désolation. C'était quand même l'un des pires canards de gauche qui ait jamais existé. Oui, alors il s'était un peu amélioré avec l'âge, je trouve, parce que c'est vrai qu'il avait aussi fondé Marianne, qui est un journal plus intéressant, plus nuancé, qui est même qualifié par l'extrême gauche de journal de droite, voire d'extrême droite, donc ce qui est plutôt bon signe. Donc je trouve qu'il avait des positions, on va dire, de gauche républicaine qui étaient en tout cas audibles et qui étaient pas caricaturales. Après, il avait d'autres prises de position en effet plus discutables et notamment les propos qu'il avait eus après l'arrestation de DSK en parlant de la victime n'étaient pas très glorieux. Mais enfin ça, voilà, il est décédé. On va pas revenir sur les dossiers noirs, mais ça m'amusait de faire cette petite citation. Si, on peut revenir. Je vois pas. La gauche passe sa vie à réchauffer les vieilles casseroles avec du vieux venin, et la droite, elle se joue les arbitres des élégances. Il faut expliquer que Jean-François Kahn était un journaliste de gauche, c'est-à-dire d'une part ignominieux, d'autre part insultant, et enfin parfaitement idéologique et biaisé dans ses analyses, où il passait sa vie, sous prétexte d'objectivité, à rejeter tout ce qui ne l'arrangeait pas et à expliquer que c'est la droite qui mentait. Non, ce type était un déshonneur pour les journalistes, comme d'habitude. Le fait qu'il soit mort, en plus, c'est pas grave. On va pas attendre un an pour expliquer à quel point il a été néfaste. Comme ça, on pense bien à toi là où t'es. Et vous pensez que l'argent fait le bonheur, Xavier ? Non, je ne pense pas, mais je trouvais la phrase amusante parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où certains se plaisent à plaindre beaucoup les milliardaires. Les milliardaires qui seraient mal aimés, qui seraient injustement mal aimés. Il y a même des journaux qui ont fait leur couverture là-dessus, les pauvres milliardaires qui sont contraints de payer des impôts, ce qui est quand même assez abominable. Ils sont contraints d'acheter des journaux pour pouvoir s'exprimer de temps en temps. Et ces milliardaires qui, comme vous l'avez évoqué avec Cyril Hanouna, il y a des sondages qui sortent, je vous en parlerai lundi, sur l'hypothèse d'une présidentielle. Là aussi, on pose la question. Michel-Édouard Leclerc, Bernard Arnault, Pinault, Bolloré, Niel, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous apprécieriez qu'il se présente à l'élection présidentielle? Et il y a des sondages, ça commence à arriver. C'est une petite musique qui commence à s'installer. Voilà. Ah, ça fait partie de la Trumpisation. Et Jean-Michel-Édouard Leclerc, j'aurais pu vous faire la citation, mais c'est Jean-Michel-Édouard Leclerc qui l'a prononcé. Je suis disponible pour la France. Il avait dit ça sur BFM TV avant-hier ou hier. S'il pouvait être disponible pour les Français en arrêtant de ruiner l'intégralité des PME, ce serait pas mal. C'est ça, et sauf que je pense que les Français pourraient croire assez spontanément que, vu notre situation économique, quoi de mieux qu'un grand patron qui gère justement les finances de son empire depuis des années pour redresser la France et la gérer comme une entreprise. C'est ça. Il y a Michel-Édouard Leclerc qui est en tête de ce classement des patrons appréciés des Français pour une candidature à l'élection présidentielle, 43%. Est-ce que la France est une grande entreprise? Est-ce que les Français ont envie d'être traités comme les fournisseurs de Michel-Édouard Leclerc? Je ne sais pas, je vais pas. En attendant, on est sous Macron, donc tout va bien. Voilà. On savait déjà qu'on était une start-up selon Emmanuel Macron. Peut-être qu'on sera demain une grande entreprise, mais ça c'est quand même révélateur en effet de la transformation de la vision de la politique. En fait, aujourd'hui, on considère la politique comme un appendice de l'économie. Et le seul but de la politique serait de faire fonctionner correctement l'économie. Je pense que ça dépasse ça, mais bon, comme il nous reste plus beaucoup de temps, on va passer à la dernière question, si vous le voulez bien. La dernière question qui est un chiffre également, c'est 9%. Alors c'est le résultat d'un sondage concernant les Français et leur vision de l'avenir. Eh bien, je suppose qu'il y a 9% de macronistes qui sont extrêmement positifs sur l'avenir de la France. Voilà, c'est à peu près ça, en effet. C'est 9% des Français qui pensent que la prochaine génération vivra mieux
que l'actuelle génération. Il y a que 9% de Français qui ont cette opinion, contre par exemple 30% aux États-Unis et 69% en Chine. Donc on est les champions du monde du pessimisme selon le Truth Barometer d'Edelman, qui est une enquête annuelle menée par le groupe international de conseil et de communication. Donc c'est pas très réjouissant quand même, c'est assez inquiétant je trouve ce chiffre, même si on peut dire les gens sont réalistes d'une certaine façon. Il y a de la matière. Mais bon, ça c'est pas non plus le signe d'une grande vivacité, et ça explique par peut-être certains phénomènes. Mais il y a d'autres chiffres assez intéressants dans ce sondage que je vous cite rapidement pour finir. C'est que cette étude révèle par ailleurs que 71% des sondés n'ont pas confiance dans les médias. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on parle évidemment des médias de grand chemin, comme on dit. Mais merci. Faut qu'ils écoutent Radio Courtoisie. Et pas des médias sérieux comme Radio Courtoisie, et que le même pourcentage pense que les institutions trompent sciemment la population. Et le dernier chiffre qui est vraiment plus frappant encore, 35% des sondés estiment que la violence est désormais légitime pour accélérer les nécessaires changements. Et ça, c'est une vraie nouveauté. On voit qu'il y a une sorte de radicalisation dans l'opinion publique vis-à-vis des institutions envers lesquelles il n'y a plus aucune confiance. Je crois qu'il y a maintenant près de 50% des Français qui pensent que la démocratie, en fait, est complètement en panne. À bout de souffle, et qu'il faudrait changer de système pour faire en sorte qu'il y ait de véritables solutions qui permettent d'assurer à nos enfants autre chose qu'un coup de machette ou le fait d'acheter des raviolis faits à partir d'on ne sait pas trop quoi dans les épiceries les moins chères possibles, qui ne sont pas encore gérées par Michel-Édouard Leclerc. Non, mais ça se ressent même. Quel Français n'a pas au fond de lui, ou même pas forcément au fond de lui, l'envie, quand on voit les tracteurs d'agriculteurs se masser autour de l'Assemblée nationale, est-ce que vous ressentez pas un peu cette envie de se dire, mais oui, ils vont y aller, ils vont rentrer dans l'Assemblée nationale ? Je pense que oui, il y a une petite tentation. Toujours. Ouais. On a envie de revivre un peu les gilets jaunes avec une petite un peu plus de politique derrière et quelques leaders un peu plus sérieux. Je pense qu'on peut voir des choses intéressantes. On peut espérer en tout cas, mais je trouve ces chiffres en tout cas plutôt encourageants sur l'avenir et sur ce qui peut se passer dans notre pays. Ça montre qu'il y a encore un peu de vivacité. En tout cas. Voilà. Oui, justement. Voilà, il y a pas une grande foi à l'avenir, mais il y a une grande lucidité qui va peut-être amener à de véritables prises de position politiques intéressantes, comme celles que nous montrent les agriculteurs, voilà, qui sont capables de renoncer aux vieux syndicats. Pour se diriger vers des choses plus intéressantes et plus en phase avec une véritable représentation populaire. Xavier Aimant, merci mille fois. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Livre Arbitre et que vous chroniquez à Éléments. Je suis également rédacteur en chef d'Éléments. Et que vous êtes rédacteur en chef d'Éléments. Voilà. Promotion. Vous êtes le Cyril Hanouna de notre famille. Voilà, vous cumulez les fonctions et les talents. Merci beaucoup.